d'être présent, d'être venu à cette rencontre. Donc voilà, on lance un enregistrement puisque cette conférence va être enregistrée de manière à ce qu'elle puisse être retransmise de manière très large. Nous sommes à la fois sur un format distanciel, hein, puisqu'on a des connectés que l'on voit à l'écran, et nous avons également voilà, quelques personnes présentes au sein de la Villa Rabelais. Donc, on remercie l'UHCA et la Villa Rabelais de nous accueillir dans ce bel écrin de la bibliothèque gourmande. On vous encourage à venir eh bien, parcourir les nombreux ouvrages qui parlent d'alimentation ici. Et voilà, un sujet qui nous rassemble tous aujourd'hui. On va essayer de ne pas prendre trop de retard sur notre conférence. Alors, on accueille aujourd'hui, et on a l'honneur d'accueillir Émilie Gleason. Je ne sais pas comment on prononce ton nom de famille. Gleason. On t'appellera Émilie, qui vient de Bruxelles, puisqu'on dit Bruxelles, et voilà, qui est illustratrice et qui a donc participé au projet Junk Food, dont on va parler aujourd'hui, qui traite donc des addictions alimentaires. À nos côtés sont également présents le docteur Scocard, qui est addictologue au CHU de Tours, voilà, qui nous apportera ses éclairages en matière d'addiction à l'alimentation, et le docteur Deluca, médecin nutritionniste, qui est responsable du centre spécialisé obésité au CHU de Tours. Moi-même, Julie Capel, je suis la chef de projet de la filière territoriale obésité. Nous allons donc entamer nos réflexions autour de cette BD Junk Food. On va vous présenter des slides en fait sur la base desquels nous allons pouvoir échanger. Donc voilà, pour les présents, on va vous demander de vous retourner. Et puis on pourra en tout cas prévoir des échanges ensuite. Mais voilà, on va partir donc sur la base effectivement de slides qui ont été sélectionnés par Émilie et qui vont nous permettre à la fois de parcourir l'histoire de cette BD et essayer de comprendre un petit peu les enjeux en matière scientifique et clinique. Émilie, à toi la parole. Si tu veux faire un petit briefing assez linéaire de Junk Food, n'hésite pas. Junk Food, c'est vrai que c'est une docu-fiction. Donc, on va suivre Jason, qui est une jeune anorexique boulimique qui va tomber chez les Food Addicts Anonymes, une Recovery Anonymous. Et on a fait le choix de faire cette bande dessinée derrière une narration qui sera entrecoupée de moments assez didactiques. Et ça commence en grande pompe avec l'étude de Paul J. Kelly, un Irlandais qui en 2010 a démontré à travers 3 groupes de rats que le mélange, la combinaison gras et sucré activait le circuit de récompense parce que, contrairement donc au sucre seul ou au gras seul. À savoir que tu peux changer la slide. On divise le rat en 3 groupes. L'un à qui on va donner exclusivement du sucre, l'autre du gras et le troisième une part de cheesecake. Au bout d'une semaine, le rat cheesecake, comme on l'appelle, va devenir obèse. Son poids va changer très vite. Ses préférences vont changer aussi, à savoir il va refuser toute autre nourriture que le cheesecake. Et dernièrement, il va même accepter des doses de choc électrique pour pouvoir avoir sa part et manger continuellement sur une journée. Donc c'est assez croyable et évident. Et voilà, je voulais commencer donc avec cette étude pour ensuite parler d'addiction alimentaire chez l'homme. Voilà. Super. L'idée, voilà, c'était effectivement au travers de cette métaphore du cheesecake, qui se pose sur la base de rats de laboratoire, hein, qu'on connaît bien, nous, en matière médicale et clinique. C'était de comprendre un petit peu le process, finalement, et là, on va demander l'éclairage à nos experts, à la fois addicto et médical. Finalement, qu'est-ce qui se joue là dans le fait d'apporter un combo gras-sucre sur l'impact en matière de prise de poids et également d'addiction. Qu'est-ce qu'on peut apporter en matière d'explication clinique? Je ne sais pas si Arnaud ou Amandine veut débuter. Alors, on va donner la parole à Amandine. Merci pour en tout cas cette BD qui quand même reprend beaucoup de concepts. L'addiction à l'alimentation, ça reste quelque chose qui est très débattu encore. C'est quelque chose qui n'est pas complètement fignolé, on va dire, sur le plan médical. Ce qui est important, et peut-être éclairant dans ce syndrome du cheesecake, c'est que, en fait, c'est pas une addiction à l'alimentation. La nourriture, c'est important, on en a besoin pour vivre.
ne peut pas être addict à tout type de nourriture. Par contre, effectivement, il y a des aliments, et il y a de plus en plus d'études qui le montrent, notamment hyper transformés, notamment effectivement le cheesecake qui est gras et sucré, qui vont intervenir dans des circuits qui sont aussi concernés dans des addictions aux substances ou des addictions comportementales. Encore une fois, débat sur les comportementales, mais en tout cas, dans les addictions aux substances, on retrouve bien ce rôle qu'a le circuit de la récompense sur le développement des addictions, avec vraiment des vraies pertes de contrôle, comme pour Serra, avec du coup la poursuite de comportements, malgré les conséquences négatives qu'elles engendrent, notamment sur la santé. Moi, je vais surtout compléter pour ce qui me concerne un peu plus, c'est-à-dire finalement le développement au fil des années de l'obésité ces dernières décennies, avec un événement majeur, c'est l'apparition d'une alimentation de plus en plus ultra transformée, avec donc des aliments de plus en plus gras et sucrés qui vont finalement augmenter la palatabilité, c'est-à-dire l'appétence, l'envie de manger parce qu'on aime ça, c'est bon, pour créer l'action d'achat et qui va faire le lit, donc ce lit environnemental de l'augmentation de l'obésité en général, et puis chez les patients fragiles et sûrement prédisposés aussi, des comportements addictifs vis-à-vis de ces aliments. Avec vraiment la question de la disponibilité, effectivement, dans notre société qui, voilà, on est de plus en plus dans l'immédiateté aussi. Enfin, tout ça, c'est des comportements et un fonctionnement qu'on retrouve dans l'environnement des personnes qui ont des vulnérabilités aux addictions. Il faut savoir que l'addiction, c'est pas un phénomène rare. Ça concerne, enfin, la vulnérabilité à l'addiction, c'est vraiment une personne sur 5. Enfin, les études diffèrent, mais ça peut aller jusqu'à une personne sur 5. Donc, voilà, on peut imaginer l'impact que ça a, que effectivement certains aliments soient aussi disponibles aussi facilement. Et du coup, on peut se questionner vraiment de cette place-là au quotidien. Merci. Alors, finalement, ça va nous permettre de rebondir un petit peu sur cette thématique de qui sont les food addicts, puisque comme tu l'as précisé, Amandine, alors l'addiction, elle est pas rare. Est-ce que l'addiction à l'alimentation, elle, c'est une spécificité finalement dans notre population? Et voilà, est-ce qu'on a un petit peu un tableau finalement des food addicts? Qui sont-ils? Quand on parle de food addiction, est-ce qu'on va intégrer tout type d'addiction à l'alimentation, du grignotage jusqu'à la pathologie. Et voilà, c'est vraiment un point qui va être intéressant en tout cas d'amener dans nos réflexions, notamment pour tous les professionnels qui sont connectés aujourd'hui. On sait qu'on a des diététiciens, des infirmiers, des professeurs d'activité physique adaptée, des médecins qui sont confrontés eh bien, au quotidien à ces personnes, à ces patients qui présentent un trouble de l'alimentation. Et je crois qu'il va être intéressant voilà, de voir à partir de quand est-ce qu'on tombe dans de la pathologie, en fait. Je suis grignoteur, je consomme entre les repas, est-ce que c'est pathologique ou pas? Donc, on va redonner la parole à Émilie, peut-être, qui va nous repréciser un petit peu tout ce concept des food addicts. Quelles sont-elles? Qui sont-ils, pardon? Et voilà, nous redire un petit peu comment tu les as décrits dans cette BD. Pour revenir à cette BD qui a commencé en 2019, on avait commencé l'enquête plus du côté des lobbies de l'industrie agroalimentaire, et au fil des recherches, nous sommes tombés sur les Autres Mangeurs Anonymes, qui est un groupe à Paris de Parole. On a fait quelques réunions et de fil en aiguille, on est tombé donc sur les Food Anonymes in Recovery. Et on a eu des contacts de Français et de Françaises qui nous ont ensuite emmenés à Londres et en Espagne. Et quand le Covid est arrivé en 2020, les meetings se faisaient via Zoom. Donc, on a pu participer à des rendez-vous de food addicts au Canada, en Australie, aux États-Unis et en Angleterre. Et ces personnes sont venues vers témoigner personnellement. Elles voulaient raconter leurs histoires. Et c'est suite à ma venue plusieurs fois à Tours qu'on a réalisé que lors des consultations, en fait, l'histoire des personnes touchées, en fait, de savoir si elles vivaient, était bien plus forte que des statistiques et des chiffres de professionnels. Et donc, j'ai voulu, en 2021, recommencer la bande dessinée et parler, donc laisser la parole, en fait, aux premiers concernés. Donc, c'est Food Addict.
On peut mettre des slides parce que là, j'ai donc mis des personnages en fait qui apparaissent. C'est une BD chorale, je l'appelle, vu qu'elle va toucher beaucoup de personnages différents qui ont une stature, une vie complètement aux antipodes. Et on commence donc avec Zazou. Elle a 20 ans, elle est anorexique boulimique, elle ne mange pas la journée et elle binge le soir. Et tu peux mettre la slide suivante. Son rituel, c'était donc de manger et vomir continuellement, de garder ses sacs poubelles sur le balcon en attendant les éboueurs. Tu peux mettre la slide suivante. Ça, c'est Grand-mère Feuillage. Donc, ce ne sont que des noms de Disney, c'est plus simple pour l'anonymat. C'est vrai que je rappelle que la BD est un médium parfait pour pouvoir parler de ça parce que pour souci d'anonymat d'une part et pour essayer de dessiner des métaphores visuelles de ressenti et d'émotion. Donc, elle était anglaise, elle nous a parlé du brown out, qui était vraiment une dissociation de son corps où elle avait l'impression de flotter, qu'elle n'avait plus aucun souci après avoir trop mangé. Tu peux changer la slide. On arrive à Mo, qui lui est un mangeur émotionnel, comme il dit, car il mangeait sa colère. Le jour où sa femme lui annonce qu'elle est enceinte, il a pris 27 kilos et il expliquait que c'était vraiment pour essayer d'annuler l'espèce de jalousie qu'il avait envers l'enfant à naître. Et le petit personnage qu'on voit à gauche, c'est Boulimia. Donc ça, c'est l'un des tricks de la bande dessinée, c'est comment représenter physiquement un trouble de comportement alimentaire. Et on avait trouvé l'idée de chien qu'il fallait sortir matin, midi et soir par obligation, et qui était donc plus fort que toi. Tu peux changer la scène. Et donc Yago, lui, c'est un personnage secondaire très important. C'est le premier qu'on a rencontré et qui, lui, donc, avait cette phobie de se faire vomir. Il dépensait 800 € par mois en viennoiserie. Et tu peux changer la slide. C'était donc le plus gros bigorexique que l'on ait rencontré, qui faisait 4 à 5 heures de sport tous les matins. Donc, il était une personnalité influençable sur les réseaux, très instagrammable, et derrière, donc, il vivait un désespoir complètement seul, où il n'avait jamais mangé devant quelqu'un. Et que quand il en parlait à son entourage ou à son médecin, on ne comprenait pas parce qu'il avait un corps d'athlète assez extraordinaire. C'était il y a 10 ans. Tu peux changer la slide. Je crois qu'on arrive ensuite. Bon, alors là, c'est le petit Hachoun qui est derrière, qui lui, dans la bande dessinée, représente le transfert d'addiction. Il était alcoolique. Et il est comme, je crois, je ne sais plus le chiffre évidemment, mais que c'est un cas, tu en parleras peut-être mieux, mais très commun de quand tu arrêtes la cigarette, l'alcool ou n'importe quelle substance, la nourriture étant légale et pas chère, c'est souvent là-dessus que les addicts se relaient. Tu peux changer. Et là, ce sera pour la partie d'après, donc je peux m'arrêter là parce que Winnie va être assez importante ensuite. Et on peut en parler par la suite. Mais donc voilà, c'est juste pour vous montrer que dans cette bande dessinée, il y a énormément de témoignages qui se recoupent et qui montrent que l'addiction est plurielle et multiple. Voilà, on va quitter le partage. Donc l'idée, c'était effectivement d'illustrer un petit peu la palette des addictions à l'alimentation sous forme humoristique, mais c'est aussi permettre à tout lecteur de se dire aujourd'hui, peut-être que je m'y retrouve en fait dans certains traits de tempérament, de caractère ou certains scénarios qui sont exposés dans cette BD. Voilà, une prise de conscience aussi certaine qu'on peut proposer aux lecteurs. Bon, alors là, on a vu finalement différents profils d'addicts avec différents moyens compensatoires. Amandine, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments cliniques prouvés, attestés, à partir de quoi on tombe dans la pathologie? Est-ce qu'on a des troubles du comportement alimentaire qui sont diagnostiqués? Sur quel angle, en fait, on peut dire aujourd'hui, je suis atteint d'un trouble du comportement alimentaire ou je suis addict alimentaire? Voilà, est-ce qu'on a de la biblio, de la littérature à ce niveau-là? Je pense qu'en 5 minutes, ça va être compliqué de tout reprendre. Après, la distinction qu'on va peut-être faire en clinique, nous, en tout cas en tant qu'addictologue, c'est qu'on va vraiment différencier en fait l'addiction à l'alimentation, qui, encore une fois, n'est pas reconnue, mais qui est vraiment basée sur ce fonctionnement. Voilà, comme le trouble lié à l'usage des substances, cette perte de contrôle sur effectivement un élément de plaisir avec une dysfonction, une dysrégulation du circuit de la récompense, avec vraiment, si on parle effectivement de la clope, ou de la drogue en général, vraiment ce craving, cette envie répressive de consommer qu'on ne peut pas réguler, voilà, on va parler d'addiction, il y a des phénomènes communs qui nous permettent effectivement de lier les deux. Et par contre, on ne va pas le relier, nous, de la même façon sur le plan clinique, aux troubles du comportement alimentaire qui, eux, pour le coup, font partie des classifications.
Mais ce qui va être intéressant dans les troubles du comportement alimentaire, notamment effectivement donc anorexie, boulimie, mais aussi hyperphagie boulimique, où du coup on n'a plus de phénomène compensatoire, on va retrouver quand même des substrats un petit peu communs avec effectivement plus un côté addiction comportementale. Attention, tout ce que je dis effectivement est très controversé. Donc, je n'ai pas forcément de publication précise à fournir. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est en recherche, plutôt un substrat voilà, d'addiction comportementale, point d'interrogation, sur effectivement plus un truc en lien avec justement les phénomènes compensatoires ou la restriction même. Enfin, l'équipe de Gorwood bosse pas mal sur la question de l'anorexie, enfin, du lien anorexie et addiction. Mais voilà, enfin, du coup, je ne sais plus quelle était la question de base, mais du coup, il y a vraiment, nous, en clinique, on va faire effectivement la différence. La définition des troubles du comportement alimentaire, je l'ai pas dit. Non. Du coup, anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique, du coup, plus une dysfonction en fait, du comportement alimentaire plutôt que de la recherche de l'usage. C'est ça que je l'aurais mis. Après, je ne sais pas si tu as une définition plus claire. Ben, moi, pour dire simplement aux patients, c'est est-ce qu'il y a un problème de relation à l'alimentation? C'est comme ça que j'aborde les choses, on va essayer d'être simple. Et puis, j'essaie d'identifier aussi l'envahissement que ça peut représenter, c'est-à-dire l'envahissement en termes de pensée récurrente, l'impact que ça a, et puis ce que ça a aussi comme modification du comportement au quotidien, de l'alimentation en soi, mais aussi tout ce qui se passe autour et qui va être adapté, modifié dans le but d'aller chercher cette alimentation ou de retrouver ces éléments compensatoires, ce qui est de la boulimie, ou finalement, enfin, les éléments de souffrance aussi, de conséquences à tout ça. Les éléments de souffrance sont des éléments majeurs pour vraiment orienter les patients, parce qu'ils ne l'identifient pas forcément. C'est vrai que quand on prend en charge en fait, une addiction, enfin, je rappelle que, encore une fois, si on fait le parallèle avec tout ce qui est substance, l'usage en soi n'est pas forcément une problématique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez grignoter de temps en temps effectivement un chocolat noir le soir que c'est un problème. Même si effectivement ça fait plaisir. Enfin voilà, ce qu'on va rechercher nous effectivement, et c'est vraiment en général plutôt un truc assez dimensionnel, c'est-à-dire que vraiment qui peut être très progressif. Ce qu'on va rechercher, c'est l'impact, les conséquences sur le quotidien et voilà, effectivement, la souffrance qui peut être associée au comportement. On revient aussi un peu à la question aussi des quantités. Enfin, là, on peut parler aussi des quantités, mais on peut avoir peu de quantité et une part de contrôle avérée avec un degré de souffrance important et du coup une prise en charge qui peut être pertinente. De toute façon, en gros, dans tout ce qui est addiction, alors que ce soit addiction ou du comportement alimentaire, ce qui a été plutôt prouvé, c'est la question effectivement de l'identification de souffrance, de l'impact et du fait d'essayer de prendre en charge le plus tôt possible effectivement ces personnes, qu'elles se sentent le moins seules et le plus accompagnées, quitte à ce que ça soit faire un point effectivement très tôt ou une identification de la vulnérabilité, plutôt que d'attendre le dernier moment en fait laisser tout se casser la gueule. Effectivement, il y a des petits tests, peut-être tu vas en parler. Je vais essayer, mais c'est vrai que la bande dessinée est un super objet de vulgarisation. On a fait le choix de reprendre le questionnaire d'addiction alimentaire de la scientifique addictologue Ashley Gerhardt et de le vulgariser au possible avec votre équipe au Chute Tour, notamment Paul Bruno, pour faire un questionnaire qui soit lisible par le lectorat. Donc, il y a ce côté intimiste où tu peux y répondre ou pas, il y a des trucs à cocher. Et je dirais que 100% des retours que j'ai, c'est que les gens cochent oui. Ils sont là, mais en fait, suis-je addict? C'est parce que c'était vraiment pour sensibiliser au sujet, déculpabiliser aussi, se dire que c'est pas parce que tu as pris un cupcake en trop le soir après le repas que tu es addict forcément, et c'est de faire la part des choses pour comprendre que l'addiction est donc une maladie qui touche, comme on l'a vu avec la méta-étude à la fin, 5 à 10 personnes finalement dans le monde. Donc, ouais. Oui, je voulais rajouter quelque chose. Ce que la BD montre bien, c'est vraiment la pluralité de présentation de ces personnes-là qui souffrent vraiment, qui ne sont pas forcément obèses,
mais qui ont vraiment une souffrance psychique liée à ça, et sous différents aspects. Et donc, chaque personne de cette présentation chorale fait vraiment écho à cette particularité. Et donc ça me paraît un élément majeur. Un autre élément dont on n'a pas parlé là et qui est très présent dans la BD, c'est la réaction de l'entourage, et notamment l'incompréhension totale de ce qui peut se passer en considérant, en estimant qu'il s'agit d'un problème de volonté, alors qu'il s'agit vraiment d'une maladie où on perd complètement le contrôle. Alors, je sais que ça suscite des réflexions dans l'Assemblée. On prévoit un temps de questions-réponses à l'issue voilà, des échanges. Donc, notez bien toutes vos questions. N'hésitez pas dans le chat, effectivement, à les inscrire si vous le souhaitez. Hein, on les relaiera. Avant de passer sur les mécanismes, je voulais juste peut-être qu'on dise un petit mot sur les transferts d'addiction, parce qu'on a terminé quand même sur voilà, la planche avec des mots. Hein. Non, c'est pas des mots. Comment t'appelles-t-il? Atchoum, excuse-moi. Donc, Atchoum, voilà, avec ce transfert d'addiction, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous observez en pratique clinique, le transfert d'addiction, quel est-il? Est-ce qu'on peut en dire 2 mots? Je pense qu'effectivement, le transfert d'addiction qui va le plus parler aux gens, ça serait à l'arrêt du tabac, on prend forcément 30 kilos. En fait, on retrouve, comme je disais, des mécanismes communs, effectivement, au niveau du circuit de la récompense et au niveau vraiment neurobiologique, qui font qu'effectivement, quand on va arrêter potentiellement une substance ou un comportement, on va potentiellement avoir le petit diable sur l'épaule qui va effectivement nous faire tendre vers autre chose. Il a intégré qu'on ne voulait plus de ça parce que ça nous posait problème, mais du coup, effectivement, il va trouver un moyen détourné. On a des transferts d'addiction dans l'addiction vraiment aux substances qui sont très courants, c'est-à-dire qu'on arrête effectivement le cannabis, on va passer au tabac, on arrête le tabac, on va passer à autre chose, on arrête l'alcool, effectivement, on passe sur l'alimentation. Ça, c'est des choses qui ont été largement décrites, qu'on retrouve très couramment dans nos consultations, qu'on met en garde effectivement nos patients. Ça, c'est vraiment un message, je ne sais pas si vous êtes dictologue dans la salle, mais effectivement, de ne pas banaliser, en tout cas lors des sevrages chez nos patients, en tout cas voilà, d'autres substances, d'aller regarder du côté de l'alimentation. Mais du coup, c'est tout aussi vrai aussi dans ce qu'on disait dans les transferts d'addiction. Alors, transfert d'addiction, du coup, on peut, point d'interrogation, addiction comportementale, sur aussi les questions anorexie, boulimie et hyperphagie boulimique. On a vraiment des switches de l'un à l'autre qui sont assez rapidement, pas seulement pour des questions de transfert d'addiction, pour plein d'autres mécanismes, mais on se pose la question aussi de transfert dans ces conditions. Oui, toujours dans les idées de mécanismes, il y a une belle revue de la littérature dans Rapataïd qui est sortie cette année sur l'aspect addiction alimentaire. C'est un concept qui est encore un peu débattu, et hormones de l'appétit, etc. Et donc, chez l'animal, c'est relativement bien montré, certaines études que tu as dessinées. Chez l'homme, ça l'est beaucoup moins parce que la partie comportementale, elle est quand même probablement plus difficile à appréhender. En tout cas, on sait qu'il y a une perturbation de la leptine, de la gréline, qui sont des hormones pour l'une de la satiété, pour l'autre de l'appétit. Il y a aussi l'ocytocine qui rentre en ligne de compte, donc ça c'est de l'hédonisme. Et donc tout ça, ce n'est pas que les circuits de la récompense, il y a aussi d'autres phénomènes ailleurs avec un impact sur ce type d'hormones probablement qui rentrent en ligne de compte dans l'addiction alimentaire. Alors, on va essayer de creuser un peu ce point de l'origine finalement de l'addiction à l'alimentation, du trouble du comportement alimentaire. Est-ce qu'on est tous exposés de la même manière? Est-ce qu'on est tous à risque? Et donc là, on va effectivement s'appuyer sur, voilà, sur une diapo avec Winnie, que tu vas nous présenter peut-être un peu plus en détail, parce que Winnie, c'est le personnage phare de cette BD. Winnie, c'est vraiment un des témoignages les plus forts que l'on ait eu. Elle prend 40 pages dans la bande dessinée car elle représente un peu tous les pans de l'addiction du début à nos jours.
Winnie est hyperphage. À 5 ans, elle découvre le crunch qui peut changer. Donc, sa maman, qui, elle, était addicte aux opiacés, lui a donné un complexe en fait sur son poids. Et donc très jeune, à 15 ans, elle découvre via l'environnement du lycée, des potes, les amphétamines et les coups-de-faim. Tu peux changer. Donc elle va commencer et elle va suivre ce rituel pendant 4 ans, à savoir à la semaine, du lundi au vendredi, faire du sport chaque matin, manger au maximum 500 calories par jour. Tu peux changer. Et attendre 17 heures le vendredi pour se taper un binge de 48 heures. Elle explique qu'elle pouvait prendre 5 kilos en 2 jours. Et évidemment, le reste du temps, elle allait prendre énormément de cocaïne et d'amphétamine. Le jour où elle tombe enceinte de son dealer, elle fait son eating out, comme elle dit, à savoir, elle va enfin se permettre de manger pour les gens et elle va prendre 50 kilos en 6 mois. Tu peux changer. Donc, elle met pas, et donc elle n'a plus la possibilité de manger pour son enfant plus que pour elle. Donc, elle va se mettre à cacher de la nourriture absolument partout, dans ses voitures, dans son appartement. Et c'est là que son mari, en fait, pète un câble et va la quitter d'une part par pure grossophobie. Il va lui dire qu'il ne s'est pas marié à une benne de 200 kilos. C'est horrible, pardon, je rigole, mais c'est par stress. Bref, elle va aussi vivre la grossophobie vis-à-vis des élèves, enfin des camarades de classe de son fils, qu'elle va vivre tous les jours. Son fils étant son seul témoin, la seule personne sur Terre qui connaît en fait donc les troubles de comportement et l'addiction de sa mère. Tu peux changer parce que la fin de son témoignage va parler de la rechute, qui je crois est inévitable dans toute addiction aussi, où en fait un jour de Noël, sans faire exprès, parce qu'elle faisait ses courses, elle a acheté une barre chocolatée aux caisses, vous savez, là où c'est très facile en attendant d'acheter le truc, et elle est retombée, donc elle a repris 30 kilos en 4 mois, je crois, et a quitté les food addicts anonymes un temps. On pourra parler ensuite de cette structure qui est assez spéciale, mais oui, non, oui, est une personne extraordinaire. Voilà, donc voilà. Oui, finalement, elle illustre bien, elle a été exposée dans son environnement aussi à des situations de vie, dans sa structure familiale, il y a une rupture sentimentale, qui ont accompagné en tout cas tous ces mouvements en matière de rapport à l'alimentation. Et voilà, comment ça se construit en fait une addiction à l'alimentation? D'où ça vient? Est-ce que l'environnement il est pour quelque chose? Est-ce qu'on a toujours eu de l'addiction à l'alimentation finalement à travers le temps? Voilà, les changements sociétaux ils sont-ils pour quelque chose? Voilà, et revenir un petit peu sur ce point-là de l'origine du trouble à l'alimentation, de l'addiction à l'alimentation, et quel poids peut avoir aussi voilà, la société, l'environnement, l'entourage, la famille, et voilà, certaines scènes de vie décrites concernant Winnie, c'est des scènes de vie qu'on retrouve tous dans notre quotidien et qui fait que certains eh bien, vont voilà, se compenser via cette alimentation, alors que d'autres vont peut-être laisser passer cette situation de vie sans qu'il y ait quel que soit l'impact que ça pourrait avoir. Je ne sais pas si Amandine, Arnaud, vous avez des réactions à ça. Allez. Oui, comme je disais au tout départ, c'est-à-dire que la vulnérabilité à l'addiction, c'est un gros mot, mais ça concerne effectivement beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne choisit pas son cerveau, que des fois il est un petit peu différent, pour autant pas forcément pathologique, et que du coup on va avoir des vulnérabilités, on va dire entre guillemets biologiques, je vulgarise énormément, mais ou neurobiologiques qui font qu'effectivement on va être plus vulnérable qu'une autre personne. Après, nous on parle beaucoup du modèle biopsychosocial depuis des années, mais qui reste assez pertinent sur effectivement l'influence que vont avoir soit des facteurs intrinsèques, notre personnalité, notre tempérament, avec effectivement des personnes qui vont être un peu plus anxieuses, un peu plus plus sensibles au jugement, qui du coup vont être plus fragiles typiquement sur la pression extérieure, la pression sociétale ou sociale. Je schématise vraiment. Mais aussi effectivement tout l'impact social qu'on peut avoir, avec notamment, typiquement, encore une fois, j'élargis le sujet, mais typiquement à l'adolescence, c'est un moment charnière qu'on retrouve avec l'influence des pairs,
nécessité de se démarquer de l'autre et notamment de ses parents. Donc, on va rechercher d'autres modèles. Et typiquement, bah, voilà, la consommation de substances ou la consommation de certains trucs, enfin, sortir. On voit plein de jeunes à la sortie des collèges qui vont le midi sécher la cantine pour aller au McDo. Enfin, voilà, c'est pas du tout quelque chose qui est rare en fait au jour d'aujourd'hui et qui au final crée une exposition précoce à des substances qui potentiellement n'étaient pas présentes effectivement il y a une centaine d'années, qui vont perturber potentiellement effectivement la maturation cérébrale et tout ce fonctionnement-là. Donc, après, il y a plein d'explications. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va coucher telle case qu'on va forcément développer une addiction à l'alimentation. Je pense que ça, il faut quand même le retenir. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des facteurs de résilience. J'ai parlé de dimensionnalité aussi. On peut avoir une addiction à l'alimentation légère, que du coup, on va pouvoir contrôler avec d'autres facteurs. Juste une famille soutenante, effectivement, qui va comprendre, effectivement, et nous étayer. Bon, contrairement, effectivement, au personnage de la BD qui clairement contre-productif, et jusqu'à effectivement des degrés beaucoup plus sévères où là, on va avoir besoin d'aide plus spécialisée. Oui, c'est vrai que la période de l'adolescence est une période beaucoup, enfin, une période de fragilité, puisque c'est finalement le moment où on va devenir adulte avec le changement du corps, l'éloignement des parents. Alors à la fois, on veut se différencier des pères, mais en même temps, on veut leur ressembler, parce que si on est un peu différent, on s'exclut. Et là, on retombe sur le fait d'être physiquement différent quand on prend du poids et d'être stigmatisé par les autres. Alors, je préfère le terme de stigmatisation que le terme de grossophobie, mais ça, c'est personnel. Et cette stigmatisation-là, elle est très importante à l'adolescence, mais elle est déjà présente avant. Et on a régulièrement, même pour pas dire très souvent, des situations de stigmatisation intrafamiliale, et notamment des parents qui littéralement insultent leur enfant en leur renvoyant cette image d'eux. Et alors que c'est un moment où normalement ils n'ont pas conscience de leur apparence physique. C'est plus tard que vient cet aspect-là, du fait faire attention à soi, à sa façon d'être. Et donc ça construit les enfants d'une façon tout à fait inadaptée, et chose qu'on va retrouver par la suite et qu'on va retrouver toute sa vie dans toutes les dimensions d'estime et de confiance en soi. Oui, peut-être juste un truc pour rebondir là-dessus, c'est-à-dire que là, on parle d'addiction, de troubles du comportement alimentaire, donc de pathologie. C'est-à-dire effectivement, et on retrouve beaucoup ça dans tout ce qui est pathologie, enfin, de la santé mentale. On retrouve beaucoup de gens encore, même si ça évolue, qui effectivement sont dans la stigmatisation, entre guillemets, sans faire exprès, en mode bouge ton cul, fais un effort, fais quelque chose, tu peux. En fait, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette perte de contrôle, notamment dans l'addiction, on a beau être motivé, on a beau avoir de la volonté, on ne fait pas exprès. On a quelque chose de plus fort que soi qui fait qu'effectivement, ça nous drive vers la perte de contrôle et le comportement qui est néfaste pour nous. C'est pas juste de dire à la personne bouge-toi qui va faire qu'elle va pouvoir bouger. On ne dit pas à une voiture qui n'a pas d'essence de rouler. Donc, effectivement, il va falloir mettre d'autres choses en place au-delà de ça. Enfin, et du coup, la famille a tout un rôle à jouer, effectivement, là-dedans, mais peut-être avec d'autres propos, d'autres propositions, effectivement, d'accompagnement. Enfin, encore une fois, c'est très facile à dire, mais il y a aussi des groupes qui existent pour soutenir les entourages. Et je pense qu'il y a une évolution aussi du discours qui est importante à ce niveau-là en termes de société. Merci. Eh bien, on va rebondir justement sur cette question de l'accompagnement. Voilà, aujourd'hui, on commence à un peu mieux cerner effectivement qu'est-ce qui est de l'ordre de la pathologie et du non pathologique. Donc, demain, je suis victime, je subis cette pathologie qui est le trouble alimentaire, quel qu'il soit, hein, à partir du moment où il m'apporte de la souffrance. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est proposé? Qu'est-ce qui existe en termes de dispositifs de prise en charge? Qu'est-ce qui n'existe pas et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on pense? Voilà, je voudrais qu'on puisse échanger sur ce point-là, sur les 10 petites minutes qui nous restent. Et ensuite, on donnera la parole à l'Assemblée, voilà, pour avoir les réactions et prolonger un peu les échanges sur ce sujet.
On va te laisser la parole à nouveau, Émilie, avec une nouvelle illustration, voilà, qui va venir un petit peu être le point de discussion, voilà, sur tous ces dispositifs de prise en charge. Oui, là, ça prend de la parole sur qui sont les Food Addicts in Recovery Anonymous. En gros, il y a plusieurs types de groupes de parole. Il y avait les overeaters qu'on avait rencontrés, les grey sheeters. Donc, c'est beaucoup plus anglophone car j'ai l'impression que c'est un concept de groupe de parole qui est plus présent en fait, dans les pays anglophones. Et ce qui m'intéressait avec les Food Addicts in Recovery Anonymous, c'est qu'ils ont, eux, ils arrêtent en fait complètement le sucre et la farine. Ils ont calqué leur programme sur les 12 étapes et les 12 traditions des alcooliques anonymes. Ils ont juste remplacé le mot alcool par sucre et farine. Et il y a donc cette idée de trouver un sponsor, une marraine ou un parrain qui va t'appeler tous les jours pour avoir un carnet de nourriture et qui va t'appeler pour te donner le grammage exact de ce que tu vas manger le lendemain, matin, midi et soir. C'est exactement... Oui, là, c'est donc Bambi qui est en fait le personnage principal qui va accompagner le lectorat dans ce monde merveilleux qui est les Food Addicts Anonymous in Recovery. Anonymous. Et donc, il y a l'esprit religieux qui est derrière, n'est pas forcément voulu ni obligatoire, mais comme ça vient des alcooliques anonymes, qui est quand même un programme qui date de 1935, qui est né aux États-Unis pur, et qui a cette idée donc de puissance supérieure pour pouvoir vaincre l'addiction qui te dépasse, parce que la volonté seule ne fonctionne pas. Et actuellement, on va dire que ça se modernise, sachant que cette puissance supérieure n'est pas forcément un dieu, mais que ça peut être un lieu, ça peut être un concept, une personne qui est décédée ou vivante et qui va en fait vraiment t'aider à sortir de là. Ce qui me plaît dans cet accompagnement, c'est que tu t'entoures de personnes qui vivent la même chose que toi, qui comprennent. Et en fait, il y a un esprit familial de fou qu'on a pu rencontrer en fait via tous ces témoignages. C'est quand même des gens qui se connaissaient entre elles et eux dans cette bande dessinée, et de voir en fait le soutien émotionnel qui est vraiment l'unique chance qui leur a permis de sortir de cette addiction-là. Et donc, c'est un peu ce qu'on a voulu mettre en exergue dans cette bande dessinée aussi, c'est la force du partage. Merci. Effectivement, hein, les groupes de parole très anglo-saxons, hein, mais je pense que ça se diffuse de plus en plus, heureusement, dans nos sociétés. C'est la recherche du groupe de pairs qui est hyper importante, avec des gens qui, en plus, voilà, vont soit partager des expériences similaires, soit effectivement un lieu de non-jugement qui effectivement est important. Bien entendu, il y a d'autres prises en charge. Alors, je vais dire un gros mot maintenant qui est quasiment évident pour tout le monde, mais c'est la question de la pluridisciplinarité. Si on parle vraiment des prises en charge, que ce soit des addictions, des TCA, mais en général des troubles de santé mentale. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, ce qui va être important, je pense que Arnaud pourra compléter, mais c'est effectivement d'avoir une approche pluridisciplinaire du trouble. Pourquoi? Parce que, on en a parlé, il n'y a effectivement pas que le circuit de la récompense, il y a les questions de l'homéostasie métabolique. Donc, réapprendre effectivement alors, réapprendre à manger, c'est peut-être un gros mot. Encore une fois, je laisserai Arnaud me corriger. L'idée, c'est pas d'avoir une alimentation normée, parfaite. On n'a pas la solution pour ça, mais on peut accompagner les gens effectivement à trouver une alimentation qui leur correspond et qui leur convient, contrairement à certains régimes qui vont être très restrictifs, qui vont au contraire aggraver la situation, culpabiliser les gens aussi parce qu'on n'y arrive pas, mais parce que c'est pas adapté. Donc on va rechercher ce côté-là, et du coup les diététiciens et les médecins nutritionnistes sont beaucoup mieux placés que moi pour en parler, mais du coup j'ai besoin d'eux effectivement en plus quand il va s'agir effectivement d'aller traiter aussi l'addiction, où là, tout ce qui est traitement de l'addiction, on va avoir recours à plein de choses. En fait, je vais énerver les gens qui font du tir à l'arc, mais plus on a de cordes, mieux ça fonctionne, dans le sens où on va faire la psychothérapie, TCC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, c'est celle qui est effectivement la plus reconnue, mais de plus en plus, on va se servir d'autres choses, comme effectivement la méditation pleine conscience. On a parlé de respiration juste avant pour essayer de diminuer le trac, mais aussi pour gérer les moments émotionnels, parce que dans l'addiction, il y a plusieurs composantes. Il y a la composante comportementale, il y a aussi la composante émotionnelle qui peut prendre des parts différentes selon chacun. Et du coup, on va vraiment s'entourer du plus d'outils possible
Voilà, que ce soit psychiatre, que ce soit addictologue, psychiatre, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de comorbidités, effectivement, psychiatriques. Donc, il faut pouvoir les identifier, les traiter. Je pense notamment au trauma qu'on retrouve aussi dans nos populations et que du coup, il faut pouvoir adresser parce que c'est pareil, si on laisse les choses en sous-jacent, bah, à un moment, ça va péter. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement pluridisciplinaire et multiple qu'on essaie de mettre en place. Alors, c'est vrai que de ma fenêtre de nutrition, comme dirait Régis Sankar, c'est du bon sens qu'il faut avoir. Et pour moi, la priorité, c'est de retrouver, alors peut-être pas réapprendre à manger, mais retrouver des repères alimentaires. Ne serait-ce que le rythme de repas de la journée, parce que ça va aussi désamorcer ce que l'on a très bien vu, où la personne, c'est Winnie, je pense, qui se prive toute la semaine et le week-end, tout est à fond. Donc, c'est cette frustration qui va s'accumuler, va augmenter l'intensité de la crise du week-end. Et donc, pour essayer de désamorcer ça, l'idée, c'est de plutôt se passer en amont, c'est-à-dire que plus on va avoir une alimentation régulière, rythmée, avec des repères, c'est-à-dire que les jours se ressemblent les uns les autres, plus finalement, ça va peut-être diminuer cette frustration et d'autres dimensions comme l'appétence vers un aliment précis. Mais en tout cas, d'avoir cette alimentation régulière va pouvoir réguler cette frustration. Après, sur les termes, sur les types d'aliments, on ne va absolument pas rentrer sur une alimentation équilibrée, saine, etc. Ce n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de réussir à réconcilier la personne avec l'alimentation et donc valoriser tous les efforts, toutes les choses qui ont pu être mises en place, même si l'alimentation n'est pas parfaite, parce que ce n'est pas le but. C'est beaucoup la discussion qu'on a, encore une fois, la question d'abstinence, effectivement, qui peut être prônée voilà, pour différentes raisons. Mais encore une fois, l'abstinence à l'alimentation, c'est pas possible. Donc, on va effectivement plutôt travailler sur soit de la réduction, c'est le terme qu'on utilise dans les substances, mais du coup, dans la modification, en tout cas des usages, et qui vont satisfaire la personne avec vraiment ce côté aussi de garder du plaisir, en fait, dans la prise en charge de l'addiction, quelle qu'elle soit. On dit toujours à nos patients, c'est si vous arrêtez ou si vous réduisez vos consommations, sachez le remplacer ou en tout cas le compenser par quelque chose qui vous fait plaisir. Parce que ce qui a été plutôt montré, c'est que tout ce qui était punitif, restrictif, effectivement, source de frustration, ça fonctionne un temps, mais au bout d'un moment, effectivement, ça lâche parce qu'on est des êtres humains et que le plaisir, c'est essentiel à la vie. Et que du coup, l'idée, c'est voilà, vraiment de retrouver un équilibre, en tout cas à ce niveau-là. Et juste pour compléter ce que nous, on met en place aussi, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver ce qu'on appelle les stratégies de contournement, c'est-à-dire des situations, on essaie de repérer d'abord avec le patient, la personne, quelles sont les situations qui vont être problématiques, qui vont être source de crise, et essayer de trouver des solutions ensemble pour contourner le problème. Et par exemple, si c'est la suite du repas, d'un des repas, eh bien, c'est arriver à trouver une activité, trouver une ressource humaine ou autre qui puisse permettre d'arriver à aller au-delà de cette envie irrépressible jusqu'à ce qu'on arrive à évacuer ce comportement si tant est que c'est possible. Très bien, merci. Donc, on retient la place de l'ATCC, hein, c'est un peu ce que tu viens de décrire, Arnaud, le rôle des aidants, et on a des assos de patients hein, qui sont connectés et qui sont vraiment très aidantes. Alors, sur les troubles du comportement alimentaire, nous n'avons pas d'association de patients, en tout cas pas sur la région, à ma connaissance, existante. Oui. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu que les Amis d'Obélix, qui est une association de patients, patients en situation d'obésité, étaient connectés. Voilà, on sait effectivement à quel point l'appui des pairs, des aidants, de l'entourage est important et capital. Et je crois que nous, en tant que professionnels, il faut de plus en plus qu'on pense aussi nos parcours en les intégrant en fait dans ces réflexions. C'est ce qu'on appelle les patients partenaires. Hein, ça commence
à se faire de plus en plus dans les établissements. Il y a même des établissements hospitaliers qui rémunèrent en fait des patients partenaires. L'idée, c'est vraiment d'apprendre effectivement en pluridisciplinarité. Et on a parlé des diététiciens, des infirmiers, mais voilà, toutes les thématiques autour de la socio-esthétique, du rapport au corps, de l'art-thérapie, c'est vraiment des sujets qui commencent à intégrer fortement les parcours et c'est tant mieux. Très bien. Et écoutez, je surveille l'heure. Il est 12h50 quasiment, donc on va pouvoir eh bien, clôturer en tout cas la présentation des intervenants, que je remercie chaleureusement. C'était un moment très convivial. On va ouvrir désormais les échanges avec la salle. Donc, il y a des réactions. Ce que je vous propose, c'est peut-être de venir à côté de moi. Il y a une place. Comme ça, l'écran verra également. Et puis, on fera du relais, effectivement, eh bien, de questions, de remarques sur voilà, sur le chat. Monsieur Ancard, allez, venez. Des choses. Je vous féliciter tous les quatre pour le choix de la thématique, pour la tenue de la table ronde, et l'IEHCA aussi, l'Institut européen d'histoire et des cultures d'alimentation, pour avoir accueilli cette table ronde. Je pense que c'est très important, ce travail de mettre l'alimentation dans son contexte. On le fait au quotidien, on est très, très heureux. Moi, j'ai deux questions. Une question soignante. Y a-t-il un questionnaire en français pour identifier les troubles voilà, les addictions alimentaires? Est-ce que c'est disponible pour tout soignant? Deuxième question, est-ce qu'il faut que les patients ou des personnes l'utilisent elles-mêmes, ou est-ce que c'est quelque chose qui nécessite toujours d'être médié? Et j'ai un commentaire. Effectivement, on attend beaucoup, à vrai dire, du coaching. Voilà, entre patients, quels qu'ils soient obèses, qu'ils soient anorexiques, qu'ils soient addicts, etc. Ça, c'est fondamental parce que personne ne peut mieux comprendre que ce qu'il dit. Donc, je pense que la communication est bien sûr un élément clé. On n'aime pas, par contre, la quantification, juste pour reprendre ce qui a été dit, qui pour nous est quelque chose qui pérennise ces systèmes. Donc, on est plus dans un coaching, dans une écoute, dans le fait de ne pas juger, de donner éventuellement des recettes de cuisine, mais on n'aime pas beaucoup la quantification qui souvent, on l'a remarqué dans différentes pathologies, comme l'obésité, a plutôt été quelque chose qui a renforcé les troubles plus que les améliorer. Voilà les questions et les commentaires que j'avais. Bon, les échelles, les tests, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les patients doivent s'autodiagnostiquer? Qu'en est-il? On a évoqué tout à l'heure effectivement l'IFAS, YFAS, pour ceux qui veulent chercher sur Internet, qui a effectivement été traduit, qui est dans la BD. L'idée des questionnaires, et il y a aussi la Pidgeotting Scale aussi qui est recommandée sur les recommandations HAS qui date de je ne sais plus quand, mais depuis un petit moment. Le principe des questionnaires, comme dans toute addiction, il y en a pour tout en fait. Des questionnaires dans Psychologie Magazine, mais aussi sur Internet. L'idée des questionnaires, c'est que ça reste intéressant parce que ça permet de se poser des questions et de se reconnaître en fait potentiellement dans certains items. Ça peut permettre aux gens effectivement de se dire qu'est-ce qui se passe. Par contre, ça ne permet pas un diagnostic. C'est-à-dire que même si un questionnaire qu'on fait dans son coin est positif, il faut pas partir bien en tête. Voilà, j'ai forcément ça, je suis foutue, je peux rien faire. Non, l'idée c'est que si vous faites ces questionnaires un peu dans votre coin, l'idée c'est que si effectivement il y a des choses qui vous interpellent, il faut en parler en fait à des soignants ou à des associations effectivement qui sont là pour répondre aux questions, pour potentiellement évaluer la situation et voir effectivement ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a jamais de trop colle en fait. Je pense qu'il faut dire ça, c'est que le questionnaire au moins il permet de trouver des mots communs et de déstigmatiser ou d'ouvrir un petit peu la parole. Et du coup, voilà. Donc pour les personnes en général, je pense que ça reste très pertinent tant qu'on garde en tête cette idée de non-diagnostic et d'ouverture de la parole. Et pour les professionnels, je pense que ça peut nous donner, pour les gens qui sont les moins à l'aise, et encore une fois, ça pour toute pathologie, ça peut nous donner des questions en fait qu'on va pouvoir poser plus systématiquement au cours des consultations, où on va pouvoir les mettre en place dans la salle d'attente, des choses comme ça.
Et du coup, ça reste tout à fait pertinent. Mais voilà, l'IFAS et la BES, c'est vraiment deux questionnaires qui sont reconnus. Alors moi, je vais rebondir sur le terme de coaching. Autant aller chercher chez les pairs, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Je suis pas sûr qu'en tant que médecin, je me vois comme un coach. Mais c'était surtout pour alerter sur le problème du coaching marketing, celui qu'on trouve sur Internet, ça fait appel aux réseaux sociaux, etc., avec des gens qui ont certainement eu leur propre réussite personnelle et qui veulent appliquer leur méthode unique à tout le monde, ce qui est dangereux, et qui en plus source d'échecs, donc de dévalorisation supplémentaire de la part des personnes qui sollicitent ces faux professionnels. Et donc c'est vrai que voilà, le terme de coach en ce moment est très à la mode. En plus, ça fait appel à se dire ben, les ressources sont en nous et on n'a qu'à les exposer. Et donc, du coup, comme dans la majorité des cas, ça ne marche pas comme on voulait, ça renforce la culpabilité des personnes. Donc, pour moi, c'est dramatique cette évolution de choses. Et pour revenir sur le commentaire, je suis bien d'accord avec vous. C'est vrai que le parti pris de cette bande dessinée, c'est de parler de ce programme notamment, mais qui a tellement de manières différentes d'agir et de se coacher et de pouvoir en sortir. Et je voulais juste parler aussi des conseils de Drag January ou du mois sans tabac, par exemple, cette année, notamment en Suisse romande, et je vais y participer. Il existe le Maybe Less Sugar. Donc en mai, en fait, ça va être le même concept pendant un mois et c'est de se sauver du sucre. Et c'est bien plus compliqué, je dirais, que n'importe quelle autre substance, parce qu'encore une fois, on trouve absolument partout. Et donc, je pense que ça peut être une prise de conscience civile vraiment très forte. Et voilà. Peut-être juste un commentaire justement sur le Dry January, sur Maybe Less Sugar, tout ça, et même sur le coaching en fait, ça va s'adresser aussi à la population générale. Et je pense que ça c'est un truc important à retenir, le Dry January ou le Maybe Less Sugar. Je suis pas sûre qu'il s'adresse, enfin le Dry January c'est sûr, ne s'adresse pas en fait aux personnes qui souffrent d'addiction. Ça va potentiellement leur faire réaliser qu'effectivement il y a un problème et du coup de pouvoir consulter, donc ça reste intéressant. Mais effectivement, il n'est pas là pour culpabiliser les gens qui n'y arrivent pas. Par contre, en population générale, effectivement, ça peut permettre d'ouvrir l'esprit. Et effectivement, c'est pas du tout simple de réduire le sucre au quotidien. Merci. Donc, vous savez, on met ce qu'il nous reste à faire, moins de sucre. Alors, il y a des questions. Oui, il y a plein de questions, mais je les vois presque à l'écran. Hein. Je vais plisser les yeux. Je vois, accordez-vous une place aux médicaments dans l'addiction. Les médicaments dans l'addiction à l'alimentation. Alors, dans l'addiction, en général, on a des thérapeutiques qui ont été démontrées. Dans l'addiction à l'alimentation, encore une fois, comme c'est débattu, c'est compliqué de statuer, mais il y a des médicaments potentiellement qui peuvent intervenir pour réduire le craving et il y a des expérimentations qui sont en cours. Après, ce que je dis souvent aux patients, je pense que c'est important, encore une fois, de rappeler la question de l'importance de la prise en charge globale et pluridisciplinaire. Oui, on ne peut pas intervenir que par miracle, par un médicament. Il y a l'Ozempic en ce moment qui fait la ruée sur les réseaux sociaux. Non, la solution n'est pas dans le médicament. Il y a des médicaments pour certaines personnes, pour certaines situations, qui sont possibles, mais qui seront toujours accompagnés d'une prise en charge autre. Et du coup, question connexe, la place de l'hypnose. Et la place de l'hypnose en question complémentaire, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est plus on a de cordes à son arc, mieux on s'en sort. Tout ce qui est EMDR, hypnose, mindfulness, pour l'instant, niveau de preuve, ça reste encore discuté, mais c'est toujours le grand débat sur les médecines alternatives, etc. L'hypnose a quand même trouvé toute sa place et des niveaux de preuve intéressants sur certaines pathologies, sur certains profils de patients. Et j'ai envie de dire, si ça fonctionne, ben, tant mieux, en fait. Oui, il y a tout un panel de prise en charge complémentaire, d'approches différentes. Donc là, on parle de l'hypnose, mais il y a aussi la socio-esthétique, l'art-thérapie. Donc tout ça, c'est quand même des approches intéressantes qui ne vont pas correspondre à tout le monde, mais qui peuvent trouver leur intérêt dans des situations adaptées et qu'il ne faut pas négliger, ça c'est sûr, en complément du reste, bien sûr. Alors, on a une remarque du docteur Walker, qui est sur Bourges, et qui nous demande si, alors Émilie notamment, est-ce que tu as eu des retours de lecteurs qui auraient lu ta BD
Et finalement, quel impact cette BD aurait-elle eu sur ses lecteurs? Alors, exposer l'addiction alimentaire ou non exposer. Voilà, quel est le retour des lecteurs finalement? Et voilà, le lien avec outils thérapeutiques dont on parlait tout à l'heure. Contre toute attente, il est terriblement bienveillant. J'ai eu beaucoup de retours, notamment de personnes, d'anciens obèses ou d'anciens anorexiques qui appréhendaient la lecture de cette bande dessinée, car mon dessin, alors on en a un peu parlé, mais franchement très cru, très cartoonesque, il va donc par l'exagération et les couleurs flamboyantes peut-être représenter des choses qui sont compliquées à comprendre d'une part, ou admettre, à voir en face. Et donc, ce médium qui est la bande dessinée, qui est la narration complètement délurée, qui permet de parler de choses graves et justement de la rendre très enfin, légère. Oh, je recommence cette phrase, de la rendre un peu plus légère que la gravité en fait, du propos. Et je pense que pour sensibiliser plutôt les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un trouble du comportement alimentaire, c'est peut-être un outil qui peut être assez efficace, car il va mettre des mots et surtout des images sur quelque chose d'abstrait pour la plupart des gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Non? Des remarques? Des commentaires très élogieux. Des commentaires très élogieux, parce que c'est fantastique ce qu'on propose. Merci. Eh bien, écoutez, est-ce que dans l'Assemblée, éventuellement, il y avait des remarques? Oui, madame, vous voulez venir à l'écran ou pas? Pas forcément. Donc, je vais me déplacer. J'ai 50 ans, je souffre de problèmes de poids depuis l'âge de mes 10 ans. Premières années de ma vie, j'ai refusé de m'alimenter et quand j'ai commencé à aller m'alimenter, c'est bon, ça a été essentiel. J'ai décidé il y a 4 ans, je fais partie d'une association de patients. Et tout ce que vous décrivez, je le vis au quotidien. C'est-à-dire que l'après-ski va être idyllique, puisqu'on rentre dans un cadre alimentaire où on mange 6 fois par jour. Et ça va vraiment bien fonctionner, puisque ce cadre me convenait bien. Sauf qu'il y a une chose qu'on oublie, dont on doit parler dans l'alimentation. Il y a effectivement le phénomène de l'anxiété, il y a le phénomène des personnes qui sont souvent effectivement des personnes émotionnellement, et c'est le cas hyper émotionnel, qui vivent tout à 400%. Qui ont une lecture de la vie qui n'est pas forcément simple. Et forcément, quand vous avez des problèmes d'alimentation et que la vie vous renvoie en pleine phase des problématiques, que ce soit d'emploi ou autre, le premier exutoire, c'est la bouffe. Donc, on rentre du boulot, on cherche déjà dans sa tête, au volant de la voiture, ce qu'on va manger en rentrant pour se satisfaire et enlever cette angoisse qu'on a dans le ventre. Et moi, c'est mon cas en ce moment pour d'autres raisons. Effectivement, la brioche papier, voilà, je suis au-dessus de ma tête, je suis au-dessus de mon corps, je me vois manger, je me suis arrêtée, mais j'y arrive pas. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, mais je ne savais pas que l'hôpital il y avait ça. Alors, moi, j'ai préparé au nord de Tours. Comment se passe la prise en charge des profils, par exemple, comme le mien, parce que c'est des profils qui peuvent être pris en charge. Et comment, alors j'ai fait plein de choses, parce que c'est mon assis, mais un parcours HAS, moi j'ai 2 ans dans je suis en partie de l'association. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour être admissible dans ce type de parcours et être aidé sur ces compulsions alimentaires et ce besoin, je ne sais pas comment dire, irréversible de forcément se remplir. Oui, donc c'est là, enfin, c'est illustré parfaitement ce qu'on vient de dire. Enfin, vous le vivez au quotidien, et c'est vrai que c'est un enfer certainement que nous ne connaissons pas. Mais c'est ça, un combat contre une partie de soi-même et avec vraiment quelque chose qui perturbe beaucoup. Alors, sur la prise en charge à l'hôpital, oui, on propose d'accompagner les personnes qui ont ce type de problème. Comme l'a dit Amandine tout à l'heure, c'est forcément une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a fait le choix qu'à partir du moment où il y avait ce besoin de prise en charge addictologique dans la sphère alimentaire, ça s'accompagnait forcément par un suivi par un médecin nutritionniste. Donc, on ne peut pas avoir seulement un addictologue à ce sujet-là à l'hôpital. Et ça s'accompagne donc d'une prise en charge globale et qui reprend l'ensemble des éléments que vous avez connus
par rapport à votre parcours de prise en charge pour le poids. Et donc, ça comprend toutes ces dimensions, finalement. Donc, pour essayer d'avoir une prise en charge globale. Il y a quand même des addictologues en ville qui sont passés par l'hôpital et qui peuvent aussi prendre en charge les personnes. Donc, la porte d'entrée n'est pas uniquement hospitalière. Il y a d'autres personnes, quand même, d'autres psychiatres en ville qui prennent en charge ça. Alors, La frustration ne pose pas la volonté. En fonction d'un individu, effectivement, il y a des choses qui parlent, qui ne peuvent pas faire. Donc, moi, j'ai décidé. Je ne veux plus suivre. Mais le problème, c'est que je suis très réfractaire maintenant par exemple. Parce que je trouve qu'il y en a quand même qui devraient venir. Enfin, je pense que les premiers publics que vous devriez sensibiliser, ce dont vous n'avez pas compris, ce sont vos consoeurs et vos frères, qui souvent manquent cruellement d'empathie, et qui sont trop. Alors ça, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas que les psychiatres, enfin c'est même la profession, c'est les gynécologues obstétriciens qui sont le plus pointés du doigt. Donc aujourd'hui, ça permet d'en parler. Nous avons fait notre journée régionale de l'obésité sur ce sujet-là le mois dernier et nous avions fait également une intervention conjointe avec le service d'obstétrique du CHU à ce sujet-là il y a quelques temps. Et on a aussi parlé de ça aux journées de périnatalité récemment. Donc, vous voyez quand même qu'on essaie de faire des actions pour essayer de diffuser ces informations-là. Malheureusement, beaucoup de médecins, finalement, comme tout le monde, j'allais dire, enfin, malheureusement, sont dans le jugement et c'est ça le problème. Ouais, je vais rajouter un petit mot là-dessus parce qu'effectivement, la question, moi je suis psychiatre de base, donc la question, mais la question de la stigmatisation en santé mentale, elle est centrale. Je fais partie d'une association aussi qui va du coup notamment parler de ce sujet-là. Parce qu'il faut que les choses bougent. On en est conscient, mais enfin voilà, si j'ai un petit message d'espoir entre guillemets, c'est qu'on sent que les choses bougent authentiquement depuis un petit moment. Alors je m'excuse auprès de tous les patients qui ont subi de la stigmatisation, qui le subissent encore, parce qu'effectivement les choses peuvent pas passer de 0 à 1 du jour au lendemain. Mais au niveau de notre éducation, notre parcours, effectivement, des études de médecine, il y a une évolution sur la question de la relation patient-malade. Il y a des discours qui s'ouvrent. Et pour revenir au sujet de l'alimentation, je pense que justement, la question que l'addiction à l'alimentation soit pas encore entérinée, ça pose encore un petit peu question. C'est un petit peu difficile, effectivement, pour certains collègues de s'y associer. Pour autant, c'est de plus en plus présent. Je pense que là, j'ai en tête déjà plein d'émissions qui sont correctes, parce qu'il y en a qui sont moins correctes, mais qui parlent de ce sujet-là, qui ouvrent vraiment ce champ. Et petit à petit, on va réussir à sensibiliser. Après, sur la question de la prise en charge, donc au CHRU, oui, on va aussi revenir sur un principe de réalité, qu'on n'est pas 400, qu'on est limité, qu'on est du coup obligé de mettre des limites. Après, en libéral, il y a du monde, mais bon, il n'y a pas 40 000 personnes. Bon, il y a aussi des médecins généralistes en fait qui vont se sensibiliser à la question. Il y a des nutritionnistes qui valent le coup. Enfin, l'idée c'est de pouvoir construire un partenariat, voilà, à l'hôpital, en libéral. Les associations, elles ont toute leur place à l'intérieur de ça, de repérer effectivement les professionnels qui peut-être vont être plus sensibilisés et plus sympas. Non, c'est pas ça, mais voilà, plus empathiques effectivement. Et on va pouvoir s'en sortir progressivement comme ça avec l'évolution du discours qui va se faire de toute façon et qui est déjà en cours en fait. Il est 13h05 et on va donc clôturer cet événement. Merci à toutes et à tous. Merci aux connectés. Et voilà, mais je vais garder le meilleur, la pépite pour la fin. N'hésitez pas à vous faire parvenir junk food, ça vaut vraiment le coup et je pense que demain c'est un outil thérapeutique qui va intégrer les services. Et c'est ce qu'Émilie elle souhaitait aussi lorsqu'elle a écrit
cette belle BD. Donc voilà, on espère que l'IEHCA va intégrer dans ta bibliothèque gourmande Junk Food. Merci à toutes et à tous. En tout cas, à très bientôt. On se retrouve en juin pour les rencontres webinaires de la filière sur la thématique activité physique et obésité. L'enregistrement sera finalement disponible sur le site Obécentre, dans le lien Zoom sur, et donc la Villa Rabelais fera aussi des retransferts. Donc voilà, normalement, vous pourrez partager sans problème cette vidéo pour l'utiliser dans vos formations, informations. Merci à toutes et à tous et à bientôt.